vont dire ah oui, mais il aurait dû faire une série, pas un film. Bon, je raconte quand même. Et il m'a dit lis-le si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, j'aimerais bien que vous fassiez une mini-série. Je l'ai lu, et c'est vrai que c'était assez captivant. Comme toujours, les histoires de trafic, de drogue, de dessous des cartes, c'est toujours, on a envie de savoir. Mais je suis revenu en me disant, c'est pas assez, pour moi, ça m'intéresse, mais pas au point d'y passer 3 ans de ma vie, je vais pas raconter. C'est des histoires qui sont trop éloignées de moi, c'est pas mes... Il dit, mais rencontrez quand même Emmanuel Fonsten et Hubert Avoine, et puis on décidera après. Et je les ai rencontrés, et c'est vrai que c'est en les rencontrant tous les deux, donc les personnages qui inspirent les vraies personnes qui inspirent les personnages que jouent Pio Marmaille et Roche Dizem dans le film, Stéphane Wilner et Hubert Antoine. Et tous les deux, au moment où je les ai rencontrés, ils avaient sorti le livre. Emmanuel avait sorti beaucoup de unes de Libération sur ces questions-là, sur la question du dévoiement de la lutte contre le trafic de drogue. Et ils étaient en ébullition tous les deux, ils étaient à fond, ça partait dans tous les sens, ils étaient encore en train d'enquêter, Hubert était encore dans la comment dire, dans l'idée, dans la soif de revanche et dans l'idée qu'ils allaient vraiment faire écrouler le système, condamner le commissaire divisionnaire de l'Office central de répression du trafic que joue Vincent Lindon, et ils recevaient des appels en permanence, ils allaient continuer à enquêter, ils étaient tous les deux à fond, ils étaient aussi comme un couple, comme un petit couple. Et moi j'aimais beaucoup ça parce qu'il y avait je les voyais, on voyait qu'ils étaient très amis, très complices. En même temps, ils se chamaillaient, en même temps, ils se complétaient les phrases les uns des autres. Et surtout, je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Parce que ils parlaient du trafic, mais d'un point de vue extrêmement technique, un point de vue, ils parlaient de procédure, et voilà. Et ce fait de rien comprendre, moi, ça m'intéresse toujours. Parce que j'avais l'impression de rien comprendre, mais quand même d'attraper des choses. Et surtout, j'avais l'impression que ça remettait à jour mes représentations sur le sujet. Pas simplement sur le sujet du trafic de drogue, mais des questions qui ont à voir avec la violence d'État, qui ont à voir avec le journalisme, qui ont à voir avec l'enquête, qui ont à voir à qu'est-ce que c'est un trafic aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un scandale, qui décide que c'est un scandale, est-ce que c'est un scandale d'État ce qu'on voit ou pas, qui détermine ça, est-ce que c'est la presse ou c'est ce qu'on a, voilà, c'est toutes ces questions qui sont politiques, contemporaines, qui me passionnent, et c'était le pari. Et eux m'ont laissé... Pardon, je suis un peu long, après j'essaierai d'être un peu plus court, mais Hubert, qui est décédé depuis, Hubert Avoine, et Emmanuel Fonsten, qui est devenu un ami, m'ont laissé être le stagiaire auprès d'eux. C'est-à-dire, moi je leur ai dit, je veux bien commencer à réfléchir à un récit qui donnerait un film et une mini-série, mais bon, finalement la mini-série c'est pas faite, et donc le film. Si vous me laissez vous poser toutes les questions possibles, si vous me laissez vous accompagner. Et ils ont été vraiment d'accord pour ça. Donc je les ai accompagnés dans leur travail, à Libération comme dans le film, sur la Costa del Sal en Espagne, qui est un des épicentres du trafic de stupéfiants aujourd'hui. Donc j'ai été comme un journaliste stagiaire auprès d'eux, et c'est le fait qu'ils m'aient ouvert les portes, ça m'a encouragé à aller voilà. Et donc voilà l'origine plus ou moins du film, et l'envie aussi, après le film précédent, de faire un pas de côté par rapport à, voilà, de dire, voilà, qu'est-ce que si je fais pas un film, si je fais un film en dehors de Corse, qu'est-ce que je fais, voilà. Et c'est aussi les questions de cinéma qui m'intéressent, parce que c'est pas simplement l'intérêt du sujet, c'est les questions poétiques, c'est comment fabriquer du cinéma à partir d'un sujet très austère, très concret, très réel, le journalisme, le trafic de drogue, comment je trouve une équivalence de cinéma pour en faire un film. Justement, est-ce que des images se sont imposées tout de suite après la lecture du livre, ou comment ça s'est passé, ça précisément? Le livre, donc on les voit écrire le livre. Le livre, il s'est écrit en vrai à partir d'entretiens que Hubert Avoine et Emmanuel Fonsten ont menés ensemble, comme c'est dans le film presque à côté de Lugano,
Et le film raconte le parcours d'Hubert à la première personne. Il raconte son parcours c'est quelqu'un qui vient du syndicalisme et qui, par des biais étranges de la vie, se retrouve à travailler pour les réseaux Chirac, Foccart, etc. et à infiltrer les cartels de narcotrafiquants mexicains. Voilà, c'est sa vie à la première personne, un peu de face. Le livre est un peu exalté, mais moi je voulais pas raconter ça. Je voulais pas raconter Narcos qu'on voit dans Netflix, pas parce que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, mais parce que j'y ai pas assisté. Prendre le livre pour argent comptant et raconter la vie d'Hubert. Moi je pouvais raconter que ce à quoi j'ai assisté. Et ce à quoi j'ai assisté, c'était pas tant les images que la langue. C'est le texte, c'est les discussions, c'est comment on parle des choses. Et dans ce milieu de la presse, du trafic, tout ça, quels sont les personnages qui gravitent, qui émergent, et de comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils échangent. C'était ça. C'était plus l'idée du texte que l'idée d'image sur ce film-là. Et le scénario s'est construit comme ça. C'est un agrégé de. Il y a des morceaux qui sont verbatim, il y a des morceaux, des extraits d'entretien qui ont été menés par Hubert et par Emmanuel, en vrai, qui sont tels quels dans le film. Il y a des auditions, des entretiens, des interviews qui sont, voilà, il y a une espèce de collage ça, c'était le projet avec Jeanne Aptekman qui a écrit le film avec moi. C'était d'utiliser vraiment le matériau brut, encore une fois, de PV, d'audition, d'interview, et que ce soit la matière du film. Donc c'est plus la langue, le texte. Évidemment qu'il y avait des images parce qu'on est parti en Espagne et tout, mais ça passait par le texte. Alors comment a été abordé pour parler de casting, Julie, comment s'est fait le travail justement autour du casting sur le film? Je crois que la réponse est déjà ce que vient de raconter. On est très loin des uns des autres. On est distance sociale. Mais la réponse, c'est celle que vient de donner Thierry. C'est-à-dire, d'abord, il faut entrer dans la logique de ce qui se raconte. Et effectivement, la première fois que j'ai lu, j'ai rien compris. Et la première fois que tu m'en as parlé, je n'ai rien compris. Et ça veut dire qu'il faut s'approprier le sujet, le matériau, le projet, en fait. Et ça prend un peu de temps. Et après, on est entré dans le casting par le texte. C'est-à-dire que ce qui était très très différent du travail qu'on avait fait pour Une vie violente, où on était entré dans le casting par l'incarnation. Là, c'était la question de qui pouvait prendre en charge ces textes-là, cette musicalité, ce rythme, cette autorité aussi, c'est un rapport à l'autorité. C'est vraiment des questions qui ont présidé à l'élaboration du casting, plus que de se dire, alors évidemment, il y a des questions de production parfois dans certains films, mais là, la question de se dire, est-ce qu'il faut des vedettes ou pas des vedettes, ou qui on imaginerait là-dedans, c'était pas ça la question, c'était comment ça sonne ces textes-là, qui sont des textes réels, enfin des retranscriptions réelles. Il ne s'agissait pas de faire du casting sauvage pour avoir des hommes politiques ou des flics, mais de pouvoir vraiment les incarner. Et cette distance-là, ça c'était un travail passionnant qu'on a fait, parce que c'est un travail qui est différent de celui qui avait été fait la première fois, en fait. Et toute la question était de savoir comment s'incarnent ces histoires-là, comment ça s'incarne cette parole-là, en fait. Et comment s'articule le travail justement entre vous deux au niveau justement du casting, du choix des comédiens qui vont incarner les... Bon, le choix c'est Thierry. Non, mais c'est un aller-retour, c'est une discussion qui est longue, qu'on mène déjà d'un film à l'autre. Donc c'est vrai quand on commence le casting sur celui-là, on a déjà des films, donc on continue à travailler. C'est vrai qu'on pose des principes. C'est vrai que sur celui-là, par rapport à Une vie violente ou Les Apaches, dont certains des acteurs sont là, l'idée c'était qu'il n'y ait que des acteurs professionnels. Voilà. Notamment pour tout ce qui était les journalistes, le cœur des journalistes. Il n'était pas question, assez vite, mais pour des raisons réelles, précises, de prendre des vrais journalistes pour jouer des journalistes. Alors, ça ne veut pas dire que dans Les Apaches ou dans Une vie violente, il y a des vrais... on s'en fout, c'est pas la question. Mais le mélange entre des personnes qui savent, avant même le film, de quoi il est question et qui sont capables d'en parler, c'était très important pour Une vie violente, par exemple. C'était pas la question de acteur, pas acteur, c'était la question de pouvoir embarquer du sens et
retranscrire des choses. Alors que là, l'idée, c'était vraiment de pas... C'est ce qu'on s'était dit. Il n'y a que des actrices et des acteurs, et on leur confie le cœur des journalistes, on leur confie les scènes qui ont peut-être une patine documentaire, mais qui sont de la pure fiction. Tous les dialogues sont très écrits à la virgule près, parce que c'est pas parce qu'on les a tirés du réel qu'il faut pas après les interpréter. Il y a rien qui est pris sur le vif, par exemple, dans le film. C'est très très écrit, c'est très préparé, peut-être pas répété mais préparé. Et donc pour ça, il fallait des actrices et des acteurs. Donc on était parti sur ce c'est un des principes sur lequel on était parti avant le film. C'est un des principes sur lesquels on est parti dès le début, mais il y a aussi un principe qui est le même que pour Une vie violente, c'est que c'est des castings qui sont très longs en fait. C'est beaucoup de travail en vrai. C'est d'abord parce que je reçois les comédiens pour des longues séances de travail, 1h30, 1h30, ce qui se fait pas en général en casting, et parce que ça dure vraiment du temps. Enfin, c'est un endroit du travail où on se laisse le temps de rencontrer des comédiens, et de passer du temps avec eux, et de le revoir plusieurs fois, et d'essayer des choses avec. C'est vraiment une élaboration qui est lente et qui se fait y compris par le temps en fait, le temps que ça se dépose, le temps de rencontrer plein de gens, le temps d'essayer plein de choses avec plein de comédiens différents et que le rythme se trouve. Enfin, j'ai l'impression que la question du rythme était vraiment importante en fait. Oui, parce que c'est ce qu'on se disait, la question des informations. Alors parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données dans le film. C'est vrai que le film il est très bavard. Bon, mais c'est sa nature. Mais c'est à la fois un choix et en même temps c'est comme ça. Les journalistes ils parlent. Et ça, c'est être la moindre des choses, de restituer ça. Pas tellement pour donner des informations, même si on en donne au final. Moi, quand je passais du temps, par exemple, avec Hubert et Emmanuel, je passais des heures avec eux, je disais rien, je les écoutais parler du trafic, de qui fait quoi, machin, de procédures, et j'étais complètement... j'étais submergé d'informations, et quand je les quittais et que je retrouvais des amis par exemple, j'avais envie de restituer exactement la même chose, de leur dire mais non mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est en fait aujourd'hui le trafic, qu'est-ce que c'est la lutte contre... J'essayais, mais j'arrivais pas parce que eux étaient à un tel niveau. Il y avait une pratique du langage, une pratique de la pensée, du travail journalistique, et pour Hubert qui était quelqu'un qui était très rodé sur le discours qui menait, qui voulait donner sur ces questions-là. Donc moi j'avais envie de restituer ça dans le film, de dire tiens, ce que j'ai ressenti je comprends rien mais en même temps je trouve ça fascinant, j'avais envie de le donner, mais pas tellement, c'est pas un film d'information, c'est un film qui parle, mais parce que dans ce milieu-là les gens parlent, les journalistes parlent, ils passent leur temps à essayer d'écrire le sujet, parce qu'ils doivent le vendre, comme on le voit en comité de rédaction, on est obligé de le vendre à son rédacteur en chef, à son directeur de publication, donc il y a un truc de ce qu'on appelle du storytelling, du feuilleton, et c'est ça le problème d'ailleurs, je trouve, un des problèmes du journalisme, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui il y a un vrai problème politique pour moi, c'est comment on parle des choses, et comment on arrive à en parler sans que ce soit idéologique, et sans avoir comme seul souci de faire du clic, ou on parlait tout à l'heure, pour obtenir ce fameux taux de conversion. C'est un problème de comment on parle des choses et comment... voilà. Mais il y avait cette envie de restituer ça, de donner... voilà, si on raconte une histoire dans laquelle il y a un journaliste, un infiltré, une procureure de la République, un avocat, ça parle. Hein, voilà, et il faut les faire parler comme ça parle en vrai, c'est la moindre des choses pour pas donner des scènes qu'on aurait vues 10 000 fois. Et il faut des acteurs qui soient capables d'empoigner ça et de le restituer, de le rendre. Parce qu'il y a peut-être rien de plus difficile justement de faire parler comme une manière très très naturelle. Alors, comment on obtient ce résultat? Parce que Roch Dizem, on l'a vu déjà dans plein de films, Vincent Lindon, Pio Marmaille aussi, mais on les a jamais vus jouer, on les a jamais vus parler, bouger, comme on les voit dans ce film. Comment on obtient ce résultat? Quel travail il faut faire? De quel travail il s'agit? Alors, le travail de casting est très important parce qu'effectivement, toutes les actrices et tous les acteurs ne peuvent pas jouer ça. Mais il faudrait regarder scène par scène. Si on prend par exemple que les scènes, à Libération, donc on tourne à Libération pendant que le journal est en train de se fabriquer. Nous on tourne, le journal le journal se fabrique et nous on travaille, on fait
propre journal. Moi, je voulais, quand j'ai assisté à Libération au comité de rédaction, c'est-à-dire ce qu'on voit au début autour de la table, j'étais vraiment, ça m'a subjugué. Je me suis dit, j'avais vu des comités de rédaction dans des reportages ou dans certains films, on en voit, mais j'avais pas vu celui-là. C'est-à-dire, il y avait une espèce de douceur comme ça. J'aimais beaucoup la façon dont les journalistes prenaient la parole, comment ils distribuaient la parole, comment il y avait une habitude de la parole ensemble, et comment en 45 minutes, puisque c'est le temps moyen d'un comité de rédaction qui a lieu tous les matins, parce que c'est ça, à Libération et dans les autres journaux, on arrive le matin et ils font d'abord ils font un débriefing du journal de la veille, donc du journal du jour, en disant il y a eu ça, voilà. Moi, je trouve que sur la façon dont on a traité politiquement tel truc, c'est pas juste. Bon, ils font un espèce de débrief du truc, et ensuite, ils vont composer le journal du lendemain. Et donc, ça dure 45 minutes. Et on a, il y a c'est très très beau parce qu'il y a un condensé du monde, parce qu'on part le rédacteur en chef, le directeur de la publication distribue la parole. Je donne la parole d'abord au département société, puis politique, police-justice, qui est contre-enquête, sport, culture, international, économie. Et on a un condensé du monde pendant 45 minutes. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'aimerais ça, j'adorerais avoir ça à l'image. J'aimerais avoir cette chose-là. Dans cette exactitude de la prise de parole, de la réflexion en commun. Voilà. Donc, à partir du moment où on décide de ça, on se dit, mais alors comment on fait pour avoir ça ? Ensuite, il y avait l'idée que ce soit des acteurs et pas des journalistes, parce qu'il y avait l'idée de la fiction qui devait arriver, et ça, la fiction, elle est donnée par les actrices et les acteurs et pas simplement par des vrais journalistes. Et après, il faut trouver les actrices et les acteurs qui sont capables de jouer ça. Parce que l'idée, c'était de tourner d'un seul tenant, c'est-à-dire de faire des très longs plans séquences dans lesquels on aurait, en 45 minutes, on fait des très longues prises. Cette scène-là et les scènes du procès, par exemple, c'est des prises très très longues, c'est des prises d'1 heure. Le procès de Vincent Lindon, c'est un tout petit peu découpé là, tel que vous le voyez, mais en vrai, c'est 1 heure. Il y a 1 heure, il a 50 pages de texte, et voilà. Ce qui n'est pas le plus difficile d'ailleurs, d'apprendre le texte. Ce qui est difficile, c'est d'embarquer le sens et de pouvoir rebondir et de donner la pensée qui va avec. Donc voilà. Il faut trouver des acteurs qui soient capables de ça, des actrices et des acteurs qui soient capables de ça, et de jouer le jeu, et d'avoir une certaine forme d'intellectualité pour le faire. Et ensuite, moi, je leur confie le journal. Donc on a choisi avec Julie des actrices et des acteurs, souvent des actrices et des acteurs de théâtre, mais pas de n'importe quel théâtre, d'un théâtre, souvent des acteurs et des actrices qui viennent de ce qu'on appelle les écritures de plateau, c'est-à-dire on voit Antonia, Bourrez, Julie Moulier, elles ont l'habitude, c'est-à-dire que les écritures de plateau, c'est ce qu'on appelle les écritures de plateau au théâtre. Certains d'entre vous doivent savoir ce que c'est. On décide de travailler au théâtre ou en danse sur tel sujet, politique, poétique, et on travaille jusqu'à ce qu'il y ait une forme qui émerge, en improvisation, en discussion, et à un moment donné, au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a une forme qui émerge. C'est ça qu'on appelle les écritures de plateau, comparé à les écritures où on travaille une pièce de théâtre, on apprend le texte et on le joue. C'est différent. Donc il fallait des acteurs, non seulement des acteurs qui aient un rapport physique au texte, mais aussi qui savent inventer eux-mêmes à partir de rien. Et moi, je leur ai confié le journal en disant, on a d'abord décidé tous ensemble qui seraient les rédacteurs en chef, qui seraient les directeurs de publication, qui s'occuperait du département société, qui s'occuperait... Alors, police-justice, c'était Pio Marmaille et Alexis Mananti et Julie Moulier, c'était eux, Julie Moulier étant leur chef de service. Il y en avait 2 qui disaient nous, le service politique, on va s'en occuper, nous. Bon, voilà, ça s'était réparti comme ça. Et ensuite, ils ont travaillé tous ensemble sans moi. Moi, je leur ai dit voilà l'impression que j'aimerais donner au final, et ça va durer 45 minutes, débrouillez-vous. Donc, ils sont travaillés ensemble, ils sont venus beaucoup à la rédaction de Libération voir comment ça se passait, écouter la fréquence. Parce que les comités de rédaction de Libération, c'est pas du tout les comités de rédaction du Monde ou de Corse Matin ou de Mediapart. C'est très très différent. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas la même façon de parler. Il y a pas la même, d'un point de vue politique, c'est pas du tout la même chose. Donc il fallait qu'ils s'imprègnent de ça. Et ensuite, je leur ai confié 2 journaux. Le premier journal, c'était un journal qui existait. Je sais plus, c'est peut-être un journal, une édition qui correspond à
à la période dont on parle dans le film, je ne sais plus, le 18 mars 2016, ils avaient décidé que ils allaient reconstituer le journal du 18 mars 2016. C'est peut-être pas celui-là, mais voilà. Donc, l'acteur qui a en charge la section politique du truc, il regarde ce qu'il y a dans la rubrique politique, il choisit un des 2 ou 3 sujets qu'il y a ce jour-là, et il faut qu'il le redéplie à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'article est écrit, et il faut qu'il invente en comité de rédaction, avec les autres actrices et les autres acteurs et la caméra, de dire, bon ben voilà, j'ai un sujet aujourd'hui, la recomposition de la gauche, je dis n'importe quoi, la recomposition de... Et alors aujourd'hui, je trouve que, voilà, on suit... D'ailleurs, à l'époque, il y avait la question de Christiane Taubira, qui était... Voilà, on l'a plus, mais il y avait ça. Et sur tous les sujets, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais il fallait qu'il reconstruise un journal qui existait. Et le deuxième journal qu'il fallait qu'il fasse, c'était un journal beaucoup plus libre, c'est-à-dire que moi je m'occupe voilà, si je suis l'acteur qui est en charge du département politique, je disais voilà, moi j'aimerais bien dans le journal inventé parler de ce sujet-là parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Donc ils avaient 2 journaux à faire, un journal qui était déjà existant et un journal qu'ils inventaient. Et on a fait des prises très longues de 45-50 minutes, c'est-à-dire des prises où on commence, mais ça ne s'arrête, il n'y a pas de retour en arrière. J'arrête pas la prise en disant là tu l'as pas dit assez fort ou non, il y avait quelque chose de très performatif. Donc il faut des actrices et des acteurs qui n'ont pas répété avant, mais qui ont beaucoup préparé et qui pour pouvoir tenir 45 minutes, pas simplement quand on parle, mais aussi quand on écoute. Voilà. Après la séquence de procès, par exemple, c'est un autre rapport un peu dans cette chose-là, mais c'est parce que c'est des performances plus individuelles. Il y a Julie Moulier, il y avait Pio Marmaille, même si cette partie n'y est plus, et Vincent Lindon qui a tout d'un coup une défense de 45-50 minutes à tenir. Voilà. Donc c'est presque préparé comme des cascades en fait. C'est pas, on n'a pas répété, on n'a pas fait, il en a fait 3 prises entières où il y a 50 minutes de texte à sortir de défense. Et ça, c'est un vrai challenge à la fois à la caméra, parce qu'il faut tenir 50 minutes, le perchman qui est là pendant 50 minutes comme ça, et il y a 2 perchman, il y a une seule caméra, et l'acteur qui doit tenir 50 minutes sans coupe. La caméra, tu sais tout de suite où la placer ou... La caméra, c'est un dispositif dans les 2, pour la scène de rédaction et la scène de procès, c'est un dispositif circulaire, un très très long travelling. Donc c'est Claire Maton qui est la directrice de la photo, qui est très très grande chef opératrice. Et on sait, nous on refuse de faire ça, de tourner à plusieurs caméras. On veut, pour des questions de point de vue qui nous paraissent plus forts à une caméra que d'avoir 120 caméras. On pourrait faire ça, hein, on tourne, et puis on tourne, il y a 12 caméras qui filment, et après on travaille au montage, mais pour nous, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas de la mise, il n'y a pas de la mise en scène, là, il n'y a pas de choix de fait. Une caméra, c'est radical, et ça donne une concentration pour tout le monde, pour l'équipe et pour les acteurs, qu'on n'aurait pas si on en avait 12. Quand il y a 12 caméras, on joue, on se dit, bon, si je suis pas bon là, il y aura celle-là qui va me prendre bien, et machin. Une caméra, ça demande physiquement, ça implique beaucoup. Et donc on tourne autour avec le risque qu'on perde. Par exemple, quand la table de libération, elle est très grande, il y a 15, ils sont 20 autour. Donc si on est sur la personne qui parle là, et qu'on ne sait pas en plus comment ça va intervenir, il y a quelque chose de performatif. Si tout d'un coup je suis là, et que la parole, elle se prend au fond, et que je suis là à la caméra, comme avec Claire Maton, on fait pas du tout, vous avez vu dans le film, c'est pas, la caméra, elle est pas nerveuse à l'épaule, l'idée c'est qu'elle soit très fluide et très physique, donc elle bouge lentement. Mais si ça part là-bas, le temps d'aller là-bas, il faut un temps très long. L'idée c'est de pas faire ça pour voilà. Donc on se dit, si on fait une seule caméra, un travelling circulaire, le risque c'est de louper des choses importantes, de filmer des choses importantes au moment où elles vont surgir. Bon, c'est le risque qu'on prend. Mais donc ça nous arrive de louper des choses, mais pas souvent, parce que on est quand même concentré, que tout le monde, ce dispositif-là, ça a l'avantage que ça met tout le monde dans une même écoute et une même attention. Donc
finalement, il y a peu de choses un petit peu, mais il y a peu de choses qu'on a loupées sur des choses comme ça. Mais y compris les figurants d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui est très singulier sur les plateaux de Thierry, que moi j'ai jamais vu ailleurs sur d'autres plateaux de cinéma, c'est que il n'y a que les comédiens sur le plateau, il n'y a pas de techniciens qui traînent, il n'y a pas les gens de la déco, il n'y a pas les maquillages qui viennent comme ça toutes les 2 minutes toucher les comédiens. Mais effectivement, tout le monde, du coup, dans le même élan, prend en charge la chorégraphie. Il y a des scènes où il y a beaucoup de figurants, par exemple à Libé, il y a aussi la figuration tout autour. Et toi ? Et moi aussi. Je me suis toujours pas vue. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui doit être pris en charge par tout le monde. Il y a quelque chose de très, très... je sais pas si sérieux pourrait être le mot, mais il y a énormément de travail parce qu'effectivement, la figuration a répété avant et on n'a pas répété ce qu'on allait faire. Juste, on a répété avec la figuration de quoi il s'agit. Par exemple, il y a une scène à Marseille qu'on a tournée à Marseille où Vincent Lindon vient parler comme ça auprès des émissaires qui s'occupent du trafic de stupes dans le monde et en Europe. Et tous les figurants qui sont là, par exemple, avaient répété, on leur avait donné une sorte de fascicule comme ça, avec une dizaine de pages sur la situation géopolitique de l'époque, pour qu'ils sachent de quoi parler au moment où ils vont parler. Et c'est aussi ça qui fait, je crois, que les films de Thierry, en tout cas celui-là, est particulièrement travaillé sur l'endroit du texte et du discours, mais ils sont très 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 travaillés, très habillés. C'est pas du tout. Quand on dit improvisation, on pourrait aussi penser parfois que ça ressemble à on se met là et on voit ce qui se passe. Mais c'est pas le cas. En fait, il y a quelque chose de très travaillé en couche, en sous-couche. Dès le casting, effectivement, avec les comédiens, on travaille sur l'intention du texte, sur la question de l'autorité, sur ce qui est dit, et pas sur être autoritaire, mais faire autorité. 3 ou 4 personnages comme ça. Mais il y a, évidemment qu'il y a l'idée d'une troupe d'actrices et d'acteurs. Il y a une composition de l'ensemble. Bon, et c'est vrai que Vincent Lindon et Pio Marmaille, ils ont été choisis. Mais Pio Marmaille et Roche Dizem ont passé des essais. Pas Vincent Lindon. Ils ont joué le jeu de travailler, de faire des séances de travail. Alors, ils n'étaient pas 15, ils étaient 2-3, mais ils ont fait des séances de travail. Mais pas pour me prouver qu'ils seraient bons ou pas bons. Il fallait que moi aussi, c'est des séances de travail pour savoir si on a quelque chose à faire ensemble. Mais ils travaillent. Je voulais repartir sur votre réponse à ma question que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire que la différence entre exactitude et vérité. Et cette différence entre exactitude et vérité est vécue différemment par les protagonistes qui sont de part et d'autre du même problème. Et c'est là qu'on rejoint l'histoire d'amour, parce qu'en fait, nos deux opposés, ils sont dans le même dilemme. Et ils préfèrent des choix, des réponses différentes de ce dilemme. L'un plus dans le démerdage, l'autre plus dans la légalité. Et chacun sachant que l'un et l'autre les enferment. Donc j'ai bien aimé votre réponse, en tout cas. Oui, c'est la question de l'exactitude, exactement. Oui. La question de la réalité, de la complexité de la réalité. Oui. C'est jamais... Alors, mais le film raconte que tout le monde vend, hein. Tout le monde a quelque chose à vendre. Et donc, à partir du moment où on a quelque chose à vendre, commercialement, politiquement, on peut faire dire aux choses ce qu'on veut. On peut écrire ce qu'on veut. Bon, Thierry, moi, je voulais d'abord te féliciter. Bravo. Voilà, François-Joseph Couliol qui jouait dans Les Apaches. Voilà, il y a quelques années. Ouais. Écoute, moi, la question, elle est simple. Bon, d'abord, félicitations, que ce soit autant pour le casting que pour le film. Je trouve qu'entre les acteurs, il y a une belle alchimie. Mais ma question, en fait, c'est, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est ton premier film français. Tu as toujours tourné ici. Donc ici, c'est vrai que tu es dans un certain confort parce que tu es chez toi. Ma question, elle est, quand tu es dans un environnement qui n'est pas forcément le tien, est-ce que tu as eu cette sensation un peu de sortir de ton confort? Est-ce que ça a été difficile pour toi de se retrouver à Paris avec des gens que peut-être que tu ne côtoies pas forcément tous les jours? Bon, après, Paris, c'est une ville où je vis aussi. J'y vis de moins en moins, j'y passe, mais j'y ai passé beaucoup de temps, donc c'est une ville que je connais. Alors le confort, il n'est pas un confort... ce qui était très difficile... Moi, je pensais que ce serait plus facile de filmer Paris. J'avais toujours eu comme fantasme de filmer Paris, ce qui s'y passait, et j'avais l'impression que Paris avait été peu filmé dernièrement, comme un territoire, quoi, comme un vrai...
Et je me suis dit, tiens, si on avait un film à faire... Au tout départ du film, il y avait ça. Il y avait comment on raconte Paris dans les années 2010, on va dire. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, des choses tragiques. Je pense aux attentats, les attentats de novembre 2015, de janvier 2015. Il y a un climat à Paris, dans le centre, en tout cas Paris hyper-centre, très étrange, très bizarre. Et j'ai toujours pensé qu'on pourrait l'attraper facilement. Et en fait, ça, c'était très compliqué. Je sais, il y a eu peu d'endroits où j'ai eu envie de filmer, finalement. C'était ça, pour répondre à ta question, qui n'était pas confortable. C'est que je pensais que ça allait être plus facile de filmer, de trouver les rues, voilà. Alors que quand je suis en Corse, que je sois à Porto Vecchio ou à Ajaccio, par exemple, je peux avoir envie de filmer n'importe où. Quand je dis n'importe où, le plus petit endroit, je le trouve immédiatement cinégénique. Immédiatement cinégénique au sens où mon imagination se déclenche j'ai envie de raconter des histoires dans n'importe quel tout petit bout, voilà. Et en filmant à Paris, je pensais qu'il y aurait eu un peu ça, et pratiquement jamais. Pratiquement jamais, sauf l'endroit, par exemple, de la possession, qui est la fête au début, qui est plus une ambiance qu'un endroit. Quelques endroits comme ça, quelques endroits... on a aimé filmer Paris en scooter, par exemple. On a l'impression qu'on n'avait pas beaucoup vu, qu'il y avait quelque chose d'assez lumineux, et de se balader dans Paris en scooter pour filmer, c'était... Donc tu as raison, c'était pas... voilà, c'était pas... c'était difficile de trouver les endroits. D'autres questions? Je voudrais qu'on aborde la question de la construction du film, en fait, parce que c'est un film qui donne l'impression d'avoir plusieurs débuts. Comment s'est décidé le montage? Comment tu as travaillé sur le montage en collaboration avec la monteuse, j'imagine? Et à quel moment, il y a une question aussi que je trouve importante quand on s'adresse à un metteur en scène, à quel moment, en fait, le film, tu le trouves? Alors le film, il y a deux monteuses. Lila Desilles et Marion Meunier. Marion Meunier qui était la chef monteuse d'une vie violente, et Lila qui était l'assistante de Marion. Et là, elles étaient toutes les deux chefs monteuses. C'est-à-dire qu'on a monté à trois, et on a monté, la particularité, c'était qu'on a commencé à monter en fin 2019, juste avant le premier confinement. Donc on était vraiment séparés. On était chacun dans un endroit différent, alors que d'habitude au montage, on est collés les uns aux autres. Et là, on a travaillé en s'envoyant des WeTransfer, des fichiers tous les jours. Et moi, je prenais énormément de notes sur ce que Lila et Marion m'envoyaient. Elles travaillaient sur des parties différentes. Marion travaillait sur le début, Lila sur la seconde partie, et ensuite elles échangeaient, on essayait des choses comme ça. Donc ça a été la particularité de ce montage-là par rapport aux autres, et moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis d'avoir une distance, ça m'a pas permis d'aller plus vite, mais voilà. On cherche toujours, c'est ce que je cherche, et ce que j'aime le plus au cinéma comme sensation, en tant que spectateur, c'est d'avoir un film indépendant. C'est-à-dire un film indépendant, ça paraît un peu théorique, mais ça veut dire que le film m'amène pas là où j'ai envie qu'il m'amène, ou là je crois qu'il va m'amener. Ça veut pas dire que j'aime les films qui me surprennent à tout bout de champ, ou qui font les pieds au mur, mais de sentir que le film, voilà. Et souvent, les films indépendants, ils viennent... la sensation que le film est indépendant, ça vient des personnages. Quand tout d'un coup, un personnage, pas fait quelque chose d'inattendu, mais tout d'un coup, il fait quelque chose où tout d'un coup, je remets en question ce que j'avais pensé de lui 3 séquences avant. Ça ne veut pas dire que pendant que je vois le film, je me dis ça. Hein. Ça va trop vite, je regarde le film, Mais je me rends compte à des moments que je me dis, ah tiens, il a fait... voilà, ça, c'est des sensations que j'aime parce que ça me rend libre en tant que spectateur. De projeter des images sur ce que je vois comme je veux, d'être attentif, d'être surpris, voilà. Et donc le montage, il est la recherche que le film trouve son propre rythme, sa propre indépendance, qu'il avance non pas au gré d'une intrigue, avec des liens de cause à effet, alors il a fait ça, donc il y a ça et il y a ça, ce qui moi, en tant que spectateur, peut m'ennuyer vite, quand je sens qu'il y a un programme, en fait.
Je vois les premières séquences et le film fait le programme. Il me donne le programme et pendant 2 heures ou 1 heure et demie, il va déplier son programme. Et en fait, je pars. Je lui dis, tu vas déplier ton programme. Et puis voilà. Par contre, j'aime bien quand tout d'un coup, le film s'arrête et raconte autre chose. J'aime beaucoup ça, la sensation. Voilà, tout d'un coup, on arrête l'enquête et on va au mariage. Alors, c'est vrai que le producteur ou le distributeur peut voir le film et dire, non, mais alors, la scène du mariage. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. C'est une des scènes les plus importantes parce que c'est là où on va découvrir quelque chose de lui. Voilà. Et moi, le rapport en tant que spectateur que j'ai avec le personnage d'Hubert à ce moment-là, il change. Et c'est ce qui m'intéresse dans le montage, c'est le changement de rapport, comme on dit, changement de rapport en course automobile. C'est ça qui est important. Et quand le film, pour répondre à la question, quand le film est trouvé, c'est étonnant parce que sur Une vie violente, on a monté très longtemps, quasiment, on est très long au montage, on a monté quasiment 9 mois, et là aussi. Et en fait, le jour où le film s'est arrêté, Une vie violente, on a fait une projection. Il ne s'est pas arrêté en une fois, on a fait 2 projections devant quelques spectateurs dont la vie, on savait que c'était était juste. Et on a senti que l'écoute du film elle était juste. C'est après 2-3 projections, on s'est dit, bon, ça y est, le film, c'est bon, il est là, il est trouvé. Et quand on était sûr de ça, je me souviens avec Marion Meunier, la monteuse, on s'est baladé dans la rue juste après, on était content de l'avoir trouvé parce qu'on a eu l'impression de l'avoir trouvé beaucoup de fois avant et on s'était trompé. Mais cette fois, on était sûr. Et je lui ai dit, mais c'est fou parce qu'en fait, là, le montage tel qu'il est là, les coupes du film, en vrai, on aurait pu l'avoir dès le premier jour. Si on mettait... Voilà, je me dis, mais là, techniquement, on aurait pu l'avoir dès le premier jour, en une demi-journée, on montait avec les timecodes et tout. Voilà, bien sûr que non, mais dans l'idée... Et j'ai beaucoup repensé à cette idée-là, de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait monter le film comme ça, très rapidement, en un geste et en fait, évidemment que non, c'est pas possible. Pas simplement parce qu'un film, il se trouve pas. C'est pas simplement le film, il n'y a pas un emboîtage magique à un moment donné. Évidemment, on a l'habitude de dire, ah, les films, c'est un puzzle. Mais c'est pas ça, la question. La question, c'est la réflexion, c'est la connaissance que nous, avec la monteuse et après avec les spectateurs, et en parlant encore aujourd'hui du film, hein, mais que le film, on le connaît par cœur. C'est-à-dire que chaque décision, chaque coupe, chaque durée d'aplan, elle a été pas simplement mûrie, mais elle a été, on la connaît physiquement. C'est un peu comme au théâtre, quand moi je suis acteur, donc je fais cette analogie-là. Quand on a joué un texte très compliqué au théâtre, quand on commence à répéter Shakespeare, je sais pas quoi, mais quand on commence à répéter, on dit on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, et voilà. Et au bout de 2 mois ou 3 mois ou quelques semaines de répétition, finalement, on arrive à jouer parce que le texte, on dit ça, les acteurs ou les actrices, tu dis le texte, il est passé dans le corps. Il est passé dans le corps et on arrive à vivre avec, à le respirer, à le dire. Mais évidemment que ça ne peut pas se faire sans ces 2 mois et demi de bataille avec quelque chose. Et voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas simplement le film se trouve, il est dans du béton, parce qu'on pourrait continuer à le monter. C'est qu'il y a quelque chose qui est descendu dans le corps de ceux qui le fabriquent, voilà, on peut le penser. Je peux penser chaque plan, on peut dire voilà ce qui se, voilà de quoi il est question dans chaque plan, dans chaque raccord, dans la durée de telle partie. Voilà. Ça relève autant du corps que de l'esprit. En fait, on va rentrer dans des débats philosophiques. C'est une méditation. Après, bon, c'est un peu se la raconter de dire ça, mais j'aime bien. Une méditation ou une prière. Pour moi, c'est ça. C'est si je peux arriver à regarder le film ou à l'écouter, parce qu'il y a beaucoup de sons. Vous avez vu, il y a beaucoup de sons. Il y a de la musique, il y a un gros travail sur le son, parce que il y a un travail de mixage important et qui se construit comme un set en musique. Mais pour moi, il est une méditation.